En principe, les pourparlers de paix intersyriens devaient commencer aujourd'hui, lundi, à Genève, en Suisse. Finalement, elles devraient débuter dans 4 jours, vendredi. Quoi qu'il en soit, que peut-on espérer de ces tractations entre opposition et régime syrien, en l'absence des factions les plus extrémistes et des Kurdes aussi, semble-t-il? Le poids des alliances stratégiques Russie, Iran, Occident, pétromonarchie du Golfe ou encore Turquie se fera-t-il sentir aux dépens des préoccupations humanitaires et les plus élémentaires? On en parle avec le politologue franco-libanais Ziad Majed. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ziad Majed, vous êtes notamment l'auteur du livre intitulé Syrie, la révolution orpheline. C'est aux éditions Actes Sud, c'est bien cela. Alors Ziad Majed, ces négociations, on le voit, ont du plomb dans l'aile. À peine ont-elles débuté. Qu'est-ce qui bloque au juste? Il y a des différentes lectures de ce que doivent être ces négociations, qu'est-ce qu'elles doivent traiter. Du côté de l'opposition, il y avait des conditions concernant la levée des sièges des villages et des villes en Syrie. Il y a aujourd'hui plus d'1 million de Syriens qui sont assiégés. Dans certains cas extrêmes, comme dans la localité de Madaya, il y a 40 000 qui ont été même affamés. Il y a déjà plusieurs dizaines de morts de faim et de maladie. Donc il y a cette demande-là. Il y a une demande de cesser le feu et d'arrêter le bombardement aérien sur les localités civiles également, qui font chaque jour des dizaines de victimes. Et il y a une volonté de revenir à Genève 1, qui stipulait que Assad doit, au début de la transition, donner ses pouvoirs, en fait, déléguer ses pouvoirs à non un gouvernement de coalition nationale, mais un gouvernement de transition, pour tourner la page du régime et pour essayer de commencer autre chose. Du côté russe, aujourd'hui, les choses ont changé. Ils ne veulent pas revenir à Genève 1. Ils parlent d'une nouvelle réalité sur le terrain après le 30 septembre, c'est-à-dire après l'intervention russe. Donc, ils veulent qu'il y ait un gouvernement d'union nationale avec Assad et non pas de transition. Et ils ne veulent pas entendre de conditions humanitaires ni de cessez-le-feu parce qu'ils poursuivent le bombardement qui, il faut peut-être le rappeler, a fait jusqu'à maintenant 1189 morts civils par l'aviation russe, c'est-à-dire à peu près 6 fois les victimes des attentats de Paris le 13 novembre. On parle des civils. Et donc cela fait que l'opposition se sent aujourd'hui, après ces conditions, incapable d'aller négocier sans qu'il y ait au moins un respect de ce qu'elle a essayé de proposer. Et il y a la délégation même de l'opposition. Les Russes, ils bombardent, ils interviennent pour sauver Assad et le soutenir. Et ils veulent en même temps nominer qui seront les opposants qui doivent être à Genève, ce que l'opposition rejette. Alors c'est pléthorique, le nombre de participants, donc on ne va pas vous demander, Ziad Majed, de nous les énumérer ici, mais tout de même, le flou entoure notamment la participation du PYD, Parti kurde syrien, on en parlait tout à l'heure, vraisemblablement ce serait le cas. Prenons les autres factions, on parle de factions de l'opposition, qu'en est-il? Est-ce qu'il s'agit de l'armée syrienne libre? Est-ce qu'il y a des groupes djihadistes, comme on le dit, ce qui fait d'ailleurs polémique, on en parlait tout à l'heure? Qu'en est-il? Non, il n'y a pas de groupe djihadiste. Aujourd'hui en Syrie, il y a 2 groupes djihadistes. Il y a Daesh, évidemment, qui n'est pas du tout un acteur de l'opposition syrienne. C'est un acteur indépendant, qui a son propre agenda, qui combat l'opposition beaucoup plus qu'il combat d'autres factions. Puis il y a une autre formation djihadiste qui est Al-Nusra, qui coopère avec l'opposition contre le régime, qui combat aussi Daesh et qui combat les Kurdes. Donc Al-Nusra est également un acteur indépendant, d'Al-Qaïda en Syrie, qui est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Al-Nusra est opposée aux négociations et n'est pas du tout présente au niveau de l'opposition à Riyad. Les autres représentants de la révolution armée, si vous voulez, ou des composantes armées de l'opposition syrienne, il y a des groupes islamistes non djihadistes, c'est-à-dire ils sont concernés par la configuration du conflit en Syrie, ils n'ont jamais opéré à l'extérieur de la Syrie et ils ne sont pas concernés par des opérations pareilles. Moins idéologiques? Et moins idéologiques dans le sens où pour eux le djihad international ne les concerne pas. Ils sont dans une lutte contre le régime Assad, ils ont l'islam comme une de leurs références politiques, mais ils ne sont pas dans une lutte au-delà du territoire syrien. Là, il y a des représentants de l'armée de l'islam et des libres du Levant, Ahrar al-Sham. Il y a également des représentants de l'armée syrienne libre. Et puis, il y a les différents représentants politiques. Il y a des frères musulmans, il y a des laïcs, il y a de la gauche, il y a des personnalités indépendantes, il y a des gens qui ont fait défection du régime, comme le Premier ministre, l'ancien Premier ministre syrien, Hijab, qui préside la délégation, et un général également qui avait fait défection. Ces groupes-là considèrent qu'ils sont les plus légitimes pour représenter l'opposition. Du côté du régime et de la Russie,
ils rejettent une partie des représentants et veulent eux-mêmes imposer des opposants. Si dans le cas kurde, ça se comprend que les Kurdes soient présentés peut-être comme une troisième partie ou un troisième acteur, mais ils veulent aussi choisir des individus pour faire partie de l'opposition qui ne sont pas reconnus par la majorité des Syriens comme étant des opposants. On les considère même qu'ils peuvent être des alliés du régime ou ils vont diviser l'opposition quand il va y avoir les pourparlers. D'où le problème. Ziad Majed, depuis presque 5 ans maintenant que ce pays, la Syrie, est ravagé par la guerre, il y a un grand absent à chaque fois qu'on parle du conflit, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, il s'agit tout simplement de la population, du peuple syrien. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que le régime d'Assad a réussi à occulter le peuple syrien. Malheureusement, ça a été la politique depuis très longtemps. Ça a commencé avec Hafez al-Assad, le père de l'actuel président, de rendre la Syrie une plaque tournante pour la géostratégie de la région. C'est-à-dire, on ne discute pas avec Damas des droits de l'homme, on ne discute pas avec Damas de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Je parle du temps de Hafez al-Assad. On discutait du Liban, on discutait de la cause palestinienne, de la Turquie, des Kurdes, de la question kurde, de l'Irak, etc. Le peuple syrien était absent. D'où, par exemple, en 82, quand le régime avait massacré 20 000 civils dans la ville de Hama, la ville rebelle de Hama, on a très peu lu sur ce qui se passait. On n'a pas su qu'il y avait également des massacres dans la prison de Palmyre. Aujourd'hui, il y a des romans, il y a des récits qui décrivent ce qui se passait. Oui, Mustafa Khalife, Yassine Haj Saleh, beaucoup d'anciens prisonniers ont sorti des livres et des récits sur ce qui s'est passé, mais on ne savait rien. Le peuple syrien était absent dans les différentes narratives sur la Syrie et sur ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, on est en train de discuter la Russie, les États-Unis, que veulent les monarchies du Golfe, la Turquie, l'Iran, qui est un des acteurs majeurs du conflit. Et on oublie aussi qu'il y a 250 000 civils syriens à peu près tués déjà. Il y a 200 000 détenus dans les geôles du régime Assad. On connaît à partir du livre de Garance Lequesne et du dossier César qu'ils subissent des atrocités. Il y a 6 000 à 7 000 déjà morts sous la torture. Il y a 11 millions de déplacés et de réfugiés, donc 50% de la population. Et il y a aujourd'hui des villes et des villages assiégés. Mais est-ce que les grandes puissances, Ziad Majed, ne sont pas aussi tombées dans ce piège-là, à savoir très tôt, alors que c'était au départ un mouvement pacifique, très tôt, les enjeux géopolitiques l'ont emporté, et chaque camp, au fond, États-Unis d'un côté, avec les monarchies du Golfe, de l'autre côté l'Iran, la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas eu un piège en la matière? Absolument, il y a eu d'un côté un piège et donc il y a des acteurs qui ont commencé à se combattre sur la scène syrienne à travers des alliés ou en essayant de créer des alliés pour envoyer des messages, pour montrer que la Syrie va basculer dans leur camp. Donc il y a d'un côté l'Iran, qui était déjà présent sur la scène syrienne et qui a envoyé Hezbollah et les milices chiites irakiennes pour combattre du côté du régime. Il y a les monarchies du Golfe également qui veulent que la Syrie bascule et devienne dans leur camp. Il y a la Turquie qui est le voisin, qui est inquiet des enjeux régionaux et également inquiet d'une autonomie kurde dont les milices kurdes ont imposé. Puis il y a les États-Unis avec l'administration Obama assez absente et qui essaye de se retirer de la région mais qui ne peut plus rester en retrait vu la montée de Daesh, la Russie qui veut revenir sur la scène internationale en soutenant le régime. Tout cela a compliqué la donne, mais cela ne nie en rien le fait qu'il y a toujours un peuple syrien qui se bat contre le régime Assad, qui se bat contre Daesh, qui est pris entre le feu des deux barbaries. Et malheureusement, la communauté internationale, au lieu d'essayer de pousser pour une sortie de crise qui tourne la page de Assad et qui combat Daesh, sont en train de faire des choix, soit Assad, soit Daesh. Donc ils emprisonnent le peuple syrien dans une configuration qui ressemble à une prison entre deux barbaries. Une, celle de Assad qui a tué plus de 200 000 civils maintenant, celle de Daesh qui a tué plus de 3 000 civils, mais qui a un potentiel criminel effrayant. Les Russes interviennent pour sauver Assad, pour modifier le rapport de force, tout en prétendant combattre le terrorisme. Et puis ce terme, terrorisme, que tout le monde utilise à droite et à gauche, donc qui est le terroriste? Parfois on trouve des cibles faciles, on oublie que le principal terroriste, c'est le régime Assad aujourd'hui, qui est la source des malheurs des Syriens. Et Daesh n'existait même pas en Syrie en 2011, quand la révolution a éclaté. Ils sont arrivés officiellement en 2013. Donc beaucoup de choses se sont déroulées et la communauté internationale, encore une fois, n'a pas vu le peuple syrien. Je ne veux pas dire qu'il est resté invisible avec tous les sacrifices et la détermination, mais dans les enjeux géostratégiques que vous mentionnez, les Syriens ont été écartés encore une fois, et cette fois surtout par les acteurs internationaux qui peuvent faire autrement. Ouais, ça débute vendredi, donc en principe à Genève en Suisse. Ziad Majed, c'est pour parler, que peut-on en attendre alors à minima?
De Mistura, par le représentant de Ban Ki-moon des Nations Unies, parle de plusieurs semaines, que ça va être très difficile. Ils doivent débattre de la formation soit d'un gouvernement de coalition nationale, soit de transition. Ça va dépendre comment les choses vont se développer. L'opposition va insister sur la libération de prisonniers politiques, sur la fin des sièges dans plusieurs régions de la Syrie, le cessez-le-feu. Le régime, de son côté, va essayer de parler de la priorité de combattre le terrorisme, tout en considérant toute l'opposition comme une entité terroriste et non pas seulement Daesh. Les Américains et les Russes vont continuer en parallèle leurs pourparlers. Il va y avoir la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, les acteurs de la région et l'Iran qui vont chacun essayer de peser. On ne peut pas s'attendre à des résultats concrets très rapidement. Je pense que la stratégie russe et celle du régime, comme celle de l'Iran, c'est de modifier le rapport de force sur le terrain en parallèle aux négociations ou aux réunions de Genève, pour dire après que voilà, la réalité sur le terrain ne vous permet même pas d'émettre des conditions. C'est Assad qui va rester et on va suivre un calendrier pour des élections, pour une nouvelle constitution. Puis il va y avoir la fameuse question, est-ce que Assad a le droit de se présenter pour les élections ou pas après 45 ans de la dynastie Assad? Donc cela, l'opposition va le refuser. Et la grande question, est-ce que les amis ou ceux qui prétendent être l'ami du peuple syrien et de l'opposition vont soutenir les opposants dans leurs arguments et exiger un cessez-le-feu, un lever du siège, la libération des prisonniers politiques, ou ils vont céder à l'intervention militaire russe pour sauver le régime et l'imposer de nouveau. Terminons, si vous voulez bien, par la situation au Liban, pays que vous connaissez bien, puisque vous êtes politologue franco-libanais, Ziad Majed. On a craint des répercussions dans votre pays. Il y en a plusieurs. D'abord, les attentats meurtriers, notamment du 12 novembre à Beyrouth, la veille des attentats de Paris et de Saint-Denis. Il y a aussi 1,5 million, voire près de 2 millions de réfugiés dans ce pays. C'est un habitant sur 5 qui est réfugié syrien. La crise politique aussi, la crise des déchets. Bon gré, mal gré, pourtant, disons-le, ça tient. Comment l'expliquez-vous ? On peut peut-être l'expliquer de 3 manières. Il y en a d'un côté la question régionale. Je pense que l'Iran et l'Arabie saoudite et les autres acteurs de la région sont suffisamment occupés en Syrie et en Irak et au Yémen pour épargner temporairement et espérons plus longtemps la scène libanaise de plus de confrontations. La deuxième chose, c'est qu'il y a une fatigue aussi dans la société libanaise au niveau de la violence et de la guerre. Le Liban a connu sa guerre civile pendant 15 ans. Il y a la mémoire de la guerre qui est toujours présente et les gens préfèrent quand même éviter d'aller vers des confrontations. Puis il y a le fait que Hezbollah est également occupé à combattre en Syrie aujourd'hui, à dépasser les frontières libanaises pour se battre là-bas. Donc qui contre qui au Liban? On n'est plus dans l'ancien clivage de la guerre civile, il y a de nouvelles dynamiques. Et puis il y a une société civile libanaise, même si elle a pas mal de faiblesses, même si elle est divisée, mais qui est également présente. Et jusqu'à maintenant, même si la question des réfugiés pèse économiquement et socialement, même s'il y a parfois du racisme contre les réfugiés syriens et palestiniens, mais quand même il y a dans plusieurs régions des réseaux de solidarité qui permettent à ces réfugiés-là de survivre tous les malheurs et toutes les conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés. Ziad Majed, merci d'avoir répondu à nos questions à propos de ces pourparlers à venir intersyriens. Je rappelle que vous avez écrit notamment La Révolution orpheline, édition Actes Sud. Merci à vous. Merci.